ce que vous avez calculé avec ce qui est déjà implémenté, ce que vous avez implémenté vous-même. Et aussi, donc, vous devez aussi calculer l'algorithme des cas plus proches voisins. Ça, c'est un algorithme très, très facile. Donc, vous n'aurez pas de problème à l'implémenter. Donc, ici, pour la mesure, on avait dit que cas plus proche voisin, j'avais besoin de cas comme paramètre et j'avais aussi besoin de définir quelle est la mesure de distance que je pourrais utiliser. Donc, pour la mesure de distance, vous pouvez choisir une distance euclidienne ou une autre distance. Vous pouvez comparer, vous êtes libre dans ça. Mais je veux au moins une mesure de distance implémentée. Après, implémentée, pas forcément pour les cas plus proches voisins. Pour le calcul des distances, vous pouvez utiliser une bibliothèque, mais pour tout le reste, ça va être implémenté de zéro. Alors, première étape, donc on va essayer d'importer quelques librairies. Et donc, c'est de ça dont je vous parlais. Lorsque j'ai un environnement spécial pour un module donné ou pour une tâche donnée, les librairies que je vais installer seront installées seulement dans cet environnement. Si je change de tâche, peut-être que TensorFlow que je vais installer ici, sa version ne sera pas conforme avec un autre code. Donc, je préfère l'installer sur un environnement local. Donc, les librairies pour ce TP, on va utiliser la librairie NumPy, la librairie pour tout ce qui est arrays, pour tout ce qui est tableau et matrice. Je vais appeler ça NP pour ne pas appeler NumPy à chaque fois. CV2, donc CV2, c'est une librairie qui va traiter tout ce qui est images et vidéos. Matplotlib, ça c'est pour l'affichage. On va l'utiliser beaucoup plus pour l'affichage, même si Matplotlib traite aussi des images. Alors là, donc, lorsque j'importe NumPy as NP, je vais importer les fonctions basiques de NumPy. Par contre, lorsque je dis from NumPy import random, donc cette classe random ne va pas venir forcément avec NumPy. Donc, je dois l'importer individuellement. Donc, from NumPy, je vais importer random. Donc, si vous utilisez random, la fonction random, et on va voir pourquoi je veux utiliser la fonction random. Donc, si vous importez seulement NumPy, random ne viendra pas et ça vous dira que Python ne connaît pas la fonction random. Donc, il faut quand même l'importer. Alors, sklearn, donc c'est la librairie qui va contenir toutes les fonctions ou tous les algorithmes d'apprentissage automatique. Et comme je vous ai dit, dans un premier temps, on veut juste utiliser les fonctions. On ne veut pas forcément s'approfondir dans les notions théoriques et comment l'implémenter, mais on va juste les utiliser. Donc, je vais les importer à partir de la librairie sklearn. Donc, je vais importer le multi-perceptron classifier, donc le classifiant multi-perceptron. Ça, c'est un réseau de neurones. Je vais aussi importer from sklearn la fonction train test split. Et vous vous rappelez que dans une base d'apprentissage, je vais essayer de la diviser en ensemble d'entraînement et ensemble de validation, que j'appelle soit validation, soit test. Donc, c'est la fonction qui va faire ça. Et c'est une fonction, en fait, qui va découper notre base de données d'une façon assez aléatoire. From sklearn, je vais aussi importer SVM. Donc, je vous ai parlé ce matin de SVM ou MVS. Donc, machine à vecteur de support ou support vector machine. Et tree, donc, pour la decision tree, pour les arbres de décision dont on a parlé aussi ce matin. On avait aussi parlé de deep learning et on avait parlé de réseau de neurones convolutifs. Et je vous ai dit que pour le réseau de neurones convolutifs, c'est exactement comme un réseau de neurones, sauf que je vais remplacer les premières couches par des images et je vais utiliser un filtre de convolution, donc pas un seul poids, W1, W2, mais plutôt une matrice de poids pour chaque nœud de sortie. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser quelques fonctions de TensorFlow et plus précisément de Keras. Keras, c'est une sous-librairie de TensorFlow et parfois, vous allez trouver certaines fonctions qui sont dans TensorFlow et qui sont aussi dans Keras et vice-versa. Donc, pour ce TP, on va seulement utiliser donc Keras alors ça, j'ai pas besoin. Ça, en fait, je n'ai pas besoin forcément. MNIST, ça, je peux m'en passer parce que la base de données, je vous l'ai déjà donnée, elle est sous format CSV. To categorical, ça, j'en ai besoin.
Et on va voir pourquoi j'en ai besoin. J'ai aussi besoin de sequential. Sequential, c'est le réseau, c'est pour la déclaration du réseau. Conv2D, c'est pour la couche de convolution. Max pooling, c'est la deuxième étape après la convolution. Donc, on fait une convolution. Ensuite, on va faire un max pooling au niveau du hidden layer du réseau de neurones convolutifs. Dense, c'est pour le réseau de neurones complètement connecté, fully connected. Donc, c'est la dernière partie. Flatten, c'est pour transformer donc notre matrice en un vecteur. Je sais que dans un réseau de neurones normal, j'ai besoin de nœuds et chaque nœud, c'est une seule valeur. Donc, je dois avoir, au lieu d'avoir une matrice comme au moment où je fais de la convolution, je vais avoir des nœuds séparés et chaque nœud, c'est une seule valeur. Donc, j'utilise la fonction flatten qui veut dire étendre une matrice qui était une matrice à 2 dimensions. Je vais lui appliquer un flatten pour la rendre un vecteur avec plusieurs lignes et une seule colonne. Et enfin, stochastic gradient descent, ça c'est l'optimizer. Et ça, c'est ce dont on a besoin, c'est l'algorithme d'optimisation qui va essayer de chercher à trouver les meilleurs poids et à entraîner notre modèle. Donc, le SGD, ça, on va y arriver justement lorsqu'on entrera plus en détail dans les réseaux de neurones. Alors, à la base, on utilise donc l'algorithme de base le plus utilisé dans les réseaux de neurones, c'est le gradient descent. C'est la descente du gradient. Plus récemment, on utilise beaucoup plus la descente du gradient stochastique au lieu d'utiliser la descente de gradient simple comme on avait l'habitude d'utiliser. Mais tout ça, donc, encore une fois, ça, on doit juste voir. Et on est en train d'importer des librairies, mais durant ce semestre, on va essayer de s'étaler beaucoup plus sur toutes les notions théoriques qui sont là derrière ces optimizers, ces couches, la backpropagation, etc. Lecture des fichiers de données. Donc, pour ce TP, on va lire les données à partir du fichier CSV. Et donc, vous vous rappelez, je vous ai dit que X, c'est mon vecteur descripteur, les données que je veux classifier, et Y, c'est les étiquettes qu'on appelle aussi en anglais labels. Donc, my data and my labels. Pour lire quelque chose dans un fichier CSV, à l'aide de Python, je vais utiliser NumPy et je vais utiliser la fonction generate from text. Je vais lui donner le nom du fichier CSV et je vais lui dire que chaque donnée est délimitée par la virgule, c'est-à-dire à chaque fois que je trouve une virgule, je sais que c'est une nouvelle entité. Donc, dtype est égal à integer et je veux voir donc le format qu'a le fichier, le vecteur X. Alors, je vois qu'il est de taille 5000 x 400. Que représente le 5000 et que représente le 400 à votre avis? Je répète, donc data, c'est les données. C'est les données que je veux classifier. Pourquoi j'ai un 5000 ici et pourquoi j'ai un 400 ici, à votre avis? 400 caractéristiques ou 5000 exemples? Très, très bien. Excellent. 400 caractéristiques et 5000 exemples. Excellent. Donc, c'est ça, ma base de données X. Donc, chaque colonne, chaque ligne, c'est un seul exemple. Donc, c'est un XI. Donc, XI, vous vous rappelez, dont on avait parlé ce matin. Donc, X1, c'est la première ligne de ma matrice X. Et X5000, c'est ma dernière ligne de ma matrice. Les Y sont de 5000. Donc, les Y, c'est quoi? Pourquoi j'ai 5000? Une seule classe. C'est pas une seule classe. Non, c'est pas une seule classe. C'est l'étiquette, oui, mais c'est pas une seule classe. Combien de classes j'ai ici? Comment je peux savoir combien de classes j'ai? Est-ce que je peux savoir combien de classes j'ai? Les valeurs uniques. Très, très bien, très bien. Excellent. Donc, c'est les valeurs uniques. Donc, si je prends Y et je mets par exemple np.unique ou quelque chose comme ça, donc je vais avoir les valeurs uniques dans Y.
En fait, Y, c'est un vecteur qui contient 5000 lignes et chaque ligne, ça représente quoi? Donc 5000 lignes et une seule colonne. Et chaque ligne, ça représente quoi? Une classe. Ça représente une classe parmi les valeurs uniques que contient Y. Et la classe de quoi? Si je prends par exemple Y de la ligne 3, la colonne 0, donc ça va être quoi? Ça va être la classe de qui? De la donnée en question. De la donnée en question qui est à la ligne, qui est à la 4e ligne ici dans X. Donc la 4e ligne, je sais que son indice est 3. Vous savez que en Python, comme en C++, les indices commencent de 0. Donc l'indice 0, c'est la première ligne. L'indice 3, c'est la 4e ligne. Donc si je cherche Y de 0, de 3, 0, donc la ligne 3 à la colonne 0, ça va être l'étiquette de la donnée qui est de 400 colonnes et d'une seule ligne. Et la ligne, ça va être donc X de 3, toutes les colonnes. Très bien. Je continue. Donc maintenant, je veux afficher mes données. En fait, ici, pourquoi j'ai un 400? Du moment où je vous ai dit que c'était des images. Donc, voici les données que je vais classifier. Donc ici, j'implémente un petit code pour afficher les données qui sont dans data, qui sont dans mon X. Vous voyez que chaque donnée, c'est une matrice. Mais ici, ma donnée, c'est un vecteur de 400. Donc, comment j'ai obtenu ce 400? À votre avis, voici mes données. Donc, ça, c'est mes données. Toutes ces données sont à l'intérieur de la matrice X. Mais la matrice X contient 5000 données. Et chaque ligne de cette donnée, donc chaque donnée, contient 400 valeurs. Pourquoi 400 valeurs alors que moi, c'est une matrice à 2 dimensions? Vous savez qu'une image, c'est une matrice à 2 dimensions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour passer des images vers la data qui est de 5000 lignes et 400 colonnes? Et qu'est-ce que j'ai fait de 400 colonnes jusqu'à arriver à une image? 400 pixels, oui. Et comment j'ai obtenu ces... Très bien, donc c'est 20 fois 20. En fait, ce que j'ai fait, c'est très simple. Donc, voici mon image. Donc, c'est mes pixels, effectivement. Donc, vous savez qu'une image, c'est un ensemble de pixels. C'est une matrice où chaque élément à l'intérieur de cette matrice est appelé pixel pour dire picture element. Et c'est des valeurs qui sont comprises généralement entre 0 et 257. Généralement. Mais ça peut avoir plus de valeurs que ça. Donc, ça, c'est ma matrice. J'ai un chiffre ici et j'ai des pixels. Donc, des pixels, j'ai ici 20 pixels et ici 20 pixels. Donc, c'est une matrice carrée de 20 fois 20. Donc, en fait, ce que j'ai fait pour transformer ça en data, en mon X, j'ai juste pris première ligne, j'ai concaténé avec la deuxième ligne, j'ai concaténé avec la troisième ligne et ainsi de suite jusqu'à arriver à la dernière ligne qui est celle-ci. En fait, je n'ai fait pas plus que ça. Donc, ça, j'ai mis ici. Deuxième ligne, je l'ai mis ici. Troisième ligne, je l'ai mis ici. Jusqu'à la dernière ligne que j'ai mis là. Et ça me donne donc un vecteur de 400 valeurs. Donc, c'est 20 multiplié par 20. Donc, c'est la taille. Et justement, ce petit code que vous voyez ici, c'est un reshape, c'est un simple reshape. Donc, pour partir de l'image vers mon X, j'ai fait un reshape de telle sorte à avoir une seule ligne et 400 valeurs, 400 colonnes. Et pour aller de 400 valeurs et une seule ligne vers une image, je refais le reshape avec la taille 20 fois 20, vu que mes images, sont des images carrées de taille 20 fois 20. Dans la base MNIST, vous pouvez trouver des images de taille 28 x 28, plus ou moins que ça. Donc, dans cet exemple, donc, pour les données que je vous ai préparées, c'est des données à 20 lignes fois 20 colonnes que je peux voir ici. Alors, au moment où je préparais donc les données,
il y a un certain moment où j'avais fait une transposée. Donc, en fait, si vous ne faites pas cette instruction, votre image sera inversée. Donc, je fais un reshape pour rendre l'image 20 x 20. Ensuite, je fais une transposée pour que je vois mieux mon image. Et donc, j'utilise PLT Subplot. Donc, j'affiche donc mes images avec leurs étiquettes. Donc, label. Alors, cette image qui est de 3, son Y, c'est égal à 3. Et vous voyez ici que je suis en train d'afficher mon Y de C. Mon X de C, c'est ma valeur A que je vais afficher, c'est ma matrice. Et mon Y que je vais écrire au-dessus de ma donnée. Très bien, donc j'ai une base d'apprentissage qui contient 5000 lignes, donc en fait 5000 images, et chaque image a sa propre étiquette. Donc c'est des données étiquetées qu'un expert a étiquetées. Donc jusqu'à présent, j'ai ma première condition de l'apprentissage supervisé qui est d'avoir une base de données étiquetée, donc des X et des Y. Alors, notons que l'étiquette 10 concerne le chiffre 0. Voilà, bon, ça c'est aussi important. Donc pour l'étiquette 10, ça concerne le 0. J'ai juste, pourquoi? Parce que le 1, l'étiquette 1, c'est pour le 1, donc j'ai pas pu utiliser l'étiquette 0 pour le 1. Donc je vais utiliser pour le 0, je vais utiliser l'étiquette 0. Implémentation des métriques, donc là, c'est votre travail. Donc, essayez de les implémenter sous forme de fonctions, puis de les appeler après l'apprentissage. Donc, tout ça, je vous laisse le soin de le faire. C'est pas très compliqué, mais vous devez avoir un peu de concentration sur ça. Pour la classification, donc, définir d'abord la base d'entraînement, XT, YT, et la base de test XTT, YTT. Donc, vous vous rappelez, on avait parlé de la base d'entraînement. On avait appelé ça dans le cours XT pour X-Train et YT pour Y-Train. Et test, donc je rajoute un T. Je divise en entraînement et validation ou test. Donc 2 tiers et 1 tiers. Vous vous rappelez, donc ça c'est la première technique pour éviter le surapprentissage. On avait parlé de la technique, de la validation croisée et on avait parlé de la première technique, la plus basique, donc juste diviser ma base de données en apprentissage et test ou bien validation. Donc, pour les cas plus proches voisins, je vais lui donner mon X, je vais lui donner mon Y et je vais lui donner aussi une donnée que je veux classifier. En fait, cette donnée que je veux classifier, on va la répéter pour les 1 tiers de toutes les données. Donc, je vais utiliser mon X qui sont les 2 tiers, je vais utiliser mon Y qui sont les 2 tiers aussi de Y. Donc, les 2 tiers de X, ça va être donné comme paramètre en entrée du cas plus proche voisin. Les 2 tiers des Y qui correspondent aux mêmes 2 tiers des X, ça va être utilisé ici, donc comme entrée pour la base d'apprentissage. Et notre petit X, ça va être un élément parmi les 1 tiers qui restent. Donc ça, c'est dans un premier temps. On va essayer. Donc après, vous êtes libre, hein, ça c'est juste un squelette. Vous pouvez changer les entrées et les sorties que vous avez ici, pourvu que vous ayez le résultat final. Donc, notre résultat final, ce que je veux des cas plus proches voisins, je veux lui donner une donnée, une image, donc un vecteur à 400 valeurs, et il doit me donner la classe de ce vecteur, ou bien de cette image. Je fais ça en utilisant la fonction. Après avoir défini la fonction, puis pour n'importe quel élément, je peux calculer ces cas plus proches voisins, je fais un vote majoritaire et j'affecte la classe des cas plus proches voisins, le vote majoritaire des cas plus proches voisins pour le X en question, le petit X en question. Je répète ça pour tous les X de ma base de test. Pourquoi je répète ça? Justement pour calculer mes métriques. Combien d'éléments ont été bien classés, combien d'éléments ont été mal classés. Donc, je commence par mon matrice de conclusion que je vais appliquer pour les tiers qui me restent. Donc, les 2 tiers que j'utilise pour trouver les voisins, les 1 tiers que j'utilise pour calculer la matrice de confusion et les métriques que je demande pour vérifier la robustesse de l'algorithme cas plus proche voisin. Voilà, donc je passe à SVM, mais avant de passer, j'aimerais voir si vous avez quelconque question par rapport à ce qui est demandé de faire. Pas de questions jusqu'ici?
La partie de validation de tiers, donc, La validation, c'est un tiers et l'entraînement, c'est deux tiers. un tiers, Ok. c'est le test, là. Le test ou la validation. Vous pouvez appeler ça validation comme vous pouvez appeler ça test. Donc, pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de faire une validation croisée ici. Je suis juste en train de diviser ma base en deux tiers et un tiers. Donc, dans ce contexte, test ou validation, ça veut dire la même chose. Pourquoi? Parce que j'ai seulement divisé en deux tiers et un tiers. Deux tiers, c'est ce que je vais utiliser pour calculer les plus proches voisins à partir de la base X, qui est les deux tiers. Et un tiers, c'est ce que je vais utiliser pour tester mon algorithme. Ou bien pour valider mon algorithme. Dans ce contexte, c'est une base de test ou bien c'est une base de validation. C'est clair? D'accord. Si on ne peut pas trouver une classe majoritaire parmi les cas. Très bien, très bonne question. Donc, en fait, ce qu'on utilise quand on n'arrive pas à trouver les votes majoritaires, on va prendre une classe aléatoire. Généralement, les cas plus proches voisins, ce qu'on va utiliser, par exemple, j'ai choisi K est égal à 10 et je vais trouver 5 éléments plus proches voisins qui appartiennent à la classe 4 et 5 qui appartiennent, ou bien 5 qui appartiennent à la classe 9, 5 qui appartiennent à la classe 6. Dans ce cas-là, les deux votes sont égaux, donc je vais prendre quelque chose aléatoirement. C'est clair? Très bien. Autre chose, donc j'aimerais bien que K soit un paramètre utilisateur. Donc ce que vous pouvez rajouter ici, ça va être le K. Si vous changez le K, essayez de voir la robustesse de votre algorithme en fonction du K. Ça, c'est très intéressant à voir aussi. Donc essayez de changer votre K. Ne choisissez pas le cas le plus optimal, mais essayez dans votre TP à rendre, lorsque vous rendrez votre TP, essayez de faire plusieurs choix de cas et un petit peu comparer les différentes classifications et les différentes métriques lorsque vous changez votre cas. Et même pour vous, essayez de voir quel est le cas le plus optimal. Et si vous vous rappelez, on avait dit que l'un des inconvénients des cas plus proches voisins, c'est justement le choix de cas. C'est le choix de cas et c'est le choix de la distance à utiliser. Donc, pour la distance, pareil, j'accepte une seule distance. Si vous utilisez seulement la distance euclidienne, c'est correct. Mais si vous rajoutez des distances, c'est bon pour vous pour un petit peu voir quel est l'effet de la distance sur la classification et sur la précision de la classification. D'autres questions, s'il vous plaît? Par rapport au label, au début, y a-t-il une raison pour laquelle on a évité de prendre l'étiquette 0 pour la valeur 0? Est-ce qu'il y avait une raison? Ça, je ne peux pas vous dire parce que ça fait longtemps que j'ai mis le disque comme étiquette du 0. Est-ce que s'il y avait... Je pense qu'il y avait une raison, mais je ne me rappelle pas pourquoi j'avais mis un 10. Là, je dois revoir et je dois retester avec le 0. Parce qu'à la base, ce code, je l'avais écrit en MATLAB. Et comme on est en train de switcher vers Python, donc j'ai gardé la même chose. Donc, je ne me rappelle pas pourquoi j'ai utilisé un 10. Mais pour le moment, vous pouvez utiliser le 10. Si vous voulez changer vers le 0, changez vers le 0 et voyez si vous aurez un problème ou pas. Mais je me rappelle que j'ai fait exprès de mettre un 10 ici. Bien, autre question? Très bien, donc s'il n'y a pas de questions, je continue avec les prochains algorithmes. Alors, SVM, svm.svc, donc je vais définir le kernel. Est-ce que c'est un kernel linéaire? Donc ici, pareil, donc si vous allez sur sklearn, vous allez trouver plusieurs types de kernels qu'on peut utiliser. Et je vous ai parlé ce matin du noyau lorsque j'ai des données qui ne sont pas linéairement séparables, je vais essayer d'utiliser un noyau, un kernel. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de noyaux. Parmi les noyaux non linéaires, on a le noyau RBF, pour Radial Basis Function. Pour le moment, on va juste utiliser un noyau linéaire et on va voir ce que ça nous donne.
Point fit, c'est là où on va faire l'entraînement. Et donc, qu'est-ce que je donne à mon modèle d'entraînement? Je lui donne ma base d'entraînement et mes étiquettes d'entraînement. My labels and my data. La prédiction, donc Y_predict, va être modèle.predict. Donc, directement, j'appelle la fonction de prédiction avec le modèle qui a été construit et qui a été entraîné avec point fit. Donc, c'est là où se passe tout l'entraînement. Et qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner tout simplement la base de test, que j'ai appelée aussi base de validation ou base de test. Donc, voici ma base de test XTT que j'ai découpée plus en haut. Donc, est-ce que j'ai découpé ma base de test? Je pense que je l'ai divisée un peu plus tard. Ou bien je vous ai laissé le soin de la découper. Non, je ne vous ai pas laissé le soin puisque... voilà, trade split. Alors, là, normalement, cette instruction, vous devriez la faire en haut. Donc, avant de commencer votre test, avant de commencer votre entraînement. Donc, ici, c'est là où je vais découper. Alors, ce qu'on a fait ici, donc vous pouvez utiliser la même fonction de découpage qui est le découpage aléatoire, comme vous pouvez ici implémenter vous-même la division. Donc, vous allez diviser en 2 tiers et 1 tiers. Donc, ici, je vais rajouter juste la division. Donc, diviser ici. Alors, diviser donc la base d'entraînement. Et donc, 1 tiers, 2 tiers, ça nous donne 70% et 30%. Donc là, je donne la taille. Test size, j'ai donné 0,7. Normalement, je devrais donner 0,3. Donc, c'est 1 tiers et 2 tiers. Donc, les 2 tiers, c'est pour l'entraînement et 1 tiers, ça va être pour le test. Donc, j'utilise la fonction train test split. Donc, ça va me découper ma base, qui est ma base X, et mes étiquettes X de la même façon. Et je vais utiliser donc une fonction aléatoire qui est le random state et avec donc le pourcentage de division. Donc, ça, c'est la première partie qui consiste à diviser ma base d'entraînement en test et entraînement. Et là, je vais créer mon modèle. Donc, le modèle est égal à svm.svc. Donc, j'ai créé un modèle de type linéaire, un SVM linéaire. J'ai appelé la fonction d'entraînement avec mon entraînement et ma donnée d'entraînement et ma donnée de test. Et je fais ma prédiction avec modèle predict. Donc, pour modèle predict, il va me donner donc toutes les étiquettes relatifs à X de test. Et là, je vais essayer de voir ce que m'a donné mon SVM d'une façon aléatoire. Je choisis 3. Je choisis de voir le 4e élément de ma base de données et je vais chercher son étiquette. Donc, l'étiquette qui va être Y_predict de C qui est égal à 3. Donc, je vais faire un reshape. Une petite seconde. Alors ça, je suis en train d'afficher la vraie étiquette. Donc, je vais essayer d'exécuter tout ça. Une seconde, j'essaie d'exécuter. Je vais avoir besoin seulement de ça. Alors, pour l'exécution, je pense que vous savez déjà. Pour exécuter une cellule dans Jupyter Notebook, vous devez appuyer simultanément sur CTRL Entrée ou bien Shift Entrée. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, j'ai quelques warnings et je pense que tout marche. Bon, ça c'est par rapport aux anciennes versions. Tout marche normalement. Alors, je vais lire mes données à partir de mes données dans le fichier CSV. Donc, je ramène ma base de données. Je ramène
mes étiquettes, donc 5000 lignes, une colonne. J'essaie de visualiser aléatoirement, donc vous allez voir que ces chiffres vont changer. Vous voyez que j'ai utilisé ici la fonction random que j'ai importée de NumPy. Donc, ça va me donner un entier aléatoire de la taille de mon vecteur X. Donc, n'importe quel élément à l'intérieur de X. Voilà, donc j'ai d'autres chiffres et j'ai les étiquettes des chiffres. Je continue et je commence avec MVC. Je vais découper ma base d'apprentissage et ma base de test. Je vais essayer de vérifier la taille de ma base d'apprentissage. Voilà, 3500. Et je vais essayer de voir ma base de test. XTT.shape. Voilà, donc j'ai les 2 tiers qui sont dans la base d'apprentissage et j'ai un tiers qui est dans la base de test. Ensuite, je vais créer mon modèle et je vais prédire les étiquettes de mon XTT. Voilà, donc c'est en train d'apprendre. Ça prend un petit peu de temps. Ensuite, je vais, donc je vais essayer de prédire cet élément. Donc, title. Donc, label réel. Donc, je vais mettre ici real label. Et je vais rajouter predicted label. Plus str de predicted. Et là, je vais essayer d'aller chercher mon prédit. Alors, réel, c'est 9 et prédit, c'est aussi 9. Donc, je vois que mon algorithme a bien marché. Je vais changer mon C, je vais donner 20, par exemple. Et donc, mon réel est 10 et mon prédit est aussi 10. Donc, mon algorithme a l'air de bien marcher. Je vais essayer une autre valeur, donc je mets un 10. Donc, ça, c'est le 10e élément de ma base de données. Et le prédit est 8 et la vraie étiquette, c'est aussi 8. Donc là, je vous encourage à aller implémenter vos métriques et essayer de voir quel est le pourcentage de précision qu'a ce SVM. Donc, je peux changer ça. Je peux essayer de chercher l'étiquette de l'élément 15. Et effectivement, donc, real label, c'est 6 et predicted label aussi est 6. Donc, on voit bien que notre algorithme, notre SVM a l'air d'avoir bien appris et seulement avec les niveaux de gris, seulement avec les pixels de notre image. On fait la même chose avec les arbres de décision. Donc, pour les arbres de décision, pareil, je vais appeler le modèle Decision Tree Classifier qui est à l'intérieur de sklearn. Je vais entraîner le modèle avec ces mêmes données qui ont été entraînées pour le SVM et je vais prédire ces données avec donc le reste, donc le 1/3 qui reste. Je fais la même chose. Alors là, je pense qu'il y a une fonction deprecated. Donc il y a quelque chose qui n'est plus utilisé. Je vais tester sur une image, pareil. Donc je vais voir si mon algorithme, donc je vais pareil utiliser donc la même instruction. Et je vais essayer de voir à quel point mon algorithme est bon. Title, ça devrait être ici. Est-ce que j'ai appelé ça predict? Oui, ypred, c'est bon. Alors, est-ce que j'ai exécuté le fit? Est-ce que j'ai exécuté le fit? Oui, non, vous vous rappelez? Est-ce que j'ai fait l'entraînement des arbres de décision? Bon, j'essaie, parce que sinon, ça va nous donner le résultat des SVM. Bon, ça a l'air de marcher pour les arbres de décision, mais je ne me rappelle pas si j'ai fait un entraînement ou pas. Alors, je refais l'entraînement
avec le... Ah oui, j'ai fait parce que j'ai eu duplicated. Voilà, donc mon algorithme a l'air aussi d'avoir bien appris. Ah, ici, predicted label, c'était un 5. Et real label, c'était un 3. Donc, je vois que my decision tree, mon arbre de décision n'a pas bien classifié cette image. Et donc, c'est l'image numéro 18. Je vais aller vérifier ça avec mon SVM. Donc, 18. Pareil. Donc, SVM aussi a prédit. Ah non, mais j'ai pas encore fait de fit. Je refais l'entraînement SVM. Et on va voir s'il a prédit. SVM, dans ce cas, a donné un meilleur résultat que les arbres de décision. Donc, vous voyez que la classe réelle, c'est le 3 et la classe prédite, c'est le 3, alors que pour les arbres de décision, la classe prédite a été un 5. Donc, voilà, déjà, on arrive à avoir une première idée de la différence des différents classifieurs et de la précision des différents classifieurs. Mais bien sûr, donc, on veut toujours être formel et on veut toujours avoir une vérification quantitative. C'est pour ça qu'on doit toujours passer par les métriques de robustesse qu'on utilise en général pour les algorithmes superposés. Soit donc la matrice de confusion, la précision, le rappel, la sensitivité, la courbe ROC, etc. Avez-vous des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Pas de questions, ça va? Non. Madame, s'il vous plaît. Oui. Pour la méthode K-nearest number, est-ce que Yes. vous avez une idée à la performance تاعها? يعني pour avoir une idée, est-ce que l'algorithme a été مشي ou là? Est-ce qu'elle est performante ou là? Non. تاع الكNN. Non, en général, elle n'est pas très performante. D'accord. En général, vous allez essayer d'avoir un cas qui soit assez grand pour pouvoir avoir une bonne performance. Mais en général, c'est un algorithme très naïf. Et il va être performant lorsque la donnée qu'on est en train de classifier a une certaine distinction. C'est-à-dire, les données qui sont à l'intérieur d'une même classe se ressemblent beaucoup par rapport aux données qui sont dans des classes différentes. Et c'est nos descripteurs, c'est nos caractéristiques, c'est les caractéristiques qu'on est en train d'utiliser pour faire la classification. Donc, plus les caractéristiques sont robustes et se ressemblent à l'intérieur d'une même classe et sont différentes avec des classes différentes, plus K plus proche voisin va nous donner un bon résultat. Mais très souvent, K plus proche voisin est très naïf. Donc, probablement, vous allez avoir un taux assez bas. Mais vous allez avoir un taux assez bas, mais quand même, les cas plus proches voisins vont quand même se ressembler. C'est-à-dire que dans votre résultat, vous allez avoir, par exemple, cette image du 3, vous allez avoir peut-être un 1, là où les valeurs se ressemblent. Là où les niveaux de gris que vous voyez ici, les petits carrés, vont être très similaires et vont être similaires au même endroit. Donc, je rajoute aussi autre chose. Donc, pour les cas plus proches voisins, ce que je vous propose de faire, c'est de faire l'algorithme des cas plus proches voisins, de ramener toutes les images qui ressemblent à cet élément que je veux classifier et de les visualiser. Est-ce que les cas plus proches voisins ont à peu près les mêmes niveaux de gris de l'image aux mêmes endroits, les mêmes pixels à peu près aux mêmes endroits? Et là, vous pouvez voir que votre algorithme est en train de bien marcher. Parce que s'ils se ressemblent et que ces pixels sont au même endroit, donc on sait que notre cas plus proche voisin est en train de bien marcher. C'est clair? D'accord. Très bien. Donc, je continue. Pas d'autres questions jusqu'ici, ça va? Très bien, donc je passe au réseau de neurones simple.
le multiperceptron. Et dans le multiperceptron, donc pareil, je vais appeler MLC, Multi-Perceptron Classifier. Je vais appeler avec le solver SGD pour Stochastic Gradient Descent. Et ça, on va justement le voir plus en détail lorsqu'on va s'approfondir dans les réseaux de neurones. Le learning rate. Alors, learning rate, ça aussi, on va le voir plus tard lorsqu'on va voir comment le réseau de neurones est en train de faire son apprentissage et de réduire l'erreur de classification. Et le nombre de hidden layers, donc combien de couches cachées j'ai. Combien de couches et non pas de nœuds. Hein, et le maximum d'itérations que je peux avoir. Donc, alors, je vous ai dit que le réseau de neurones va converger, c'est-à-dire qu'il va tomber sur le minimum de l'erreur, le minimum global, soit il a atteint un minimum, il arrête son traitement, soit il a atteint un nombre d'itérations maximum. Et donc, ici, je vais définir le nombre d'itérations maximum et c'est tout. Donc, l'erreur minimale, donc c'est pas un paramètre à définir, c'est le réseau de neurones lui-même qui va la définir. Bien sûr, j'utilise trade and test split. OK, je pense que ici, trade and test, je vais l'utiliser seulement une fois au début et je ne vais plus l'utiliser par la suite. Donc, je pense qu'on peut utiliser ça directement en bas. Donc, ça, j'ai pas besoin. OK, ça, j'ai pas besoin. Ça, je peux enlever. Et donc, pareil, donc j'ai toujours la fonction fit. Donc, la fonction d'entraînement qui va entraîner le réseau de neurones. Enfin, le réseau de neurones ou n'importe quel autre algorithme. On a bien vu svm.fit, decision tree.fit et rn.fit. Donc, le modèle.fit. Alors, modèle, ça, c'est pas un mot réservé. Ça, je peux appeler comme je veux. Modèle 1, modèle RN, etc. On va appeler ça modèle. Et donc, ici, j'ai des informations par rapport aux les paramètres du réseau de neurones. Donc, tous ces paramètres, on va les voir plus en détail lorsqu'on abordera en détail le réseau de neurones. Donc, la fonction d'activation, je vous ai parlé de la fonction d'activation ce matin et je vous ai dit que la fonction d'activation, c'était celle qui va me donner des valeurs comprises entre 0 et 1 pour avoir les probabilités d'appartenance aux classes. Donc, c'est ce que j'appelle la fonction d'activation. Learning rate, le batch size, on va parler aussi du batch size lorsqu'on va faire la propagation de l'erreur et early stopping. Donc, est-ce que je m'arrête tôt lorsque je commence à diverger? Donc, j'essaie de converger vers le minimum local et dès que je diverge, je m'arrête. Qu'est-ce qu'on a aussi? Maximum d'itération, le learning rate initial. Donc, stochastic gradient descent va changer le learning rate. Et c'est pour ça que je définis un learning rate initial. Et il va changer avec le temps. Le nombre d'itérations, le momentum, donc ça aussi, on va voir. Le solver, donc stochastic gradient descent, et ainsi de suite. Donc, pour la plupart, on va les voir plus tard. Voilà, donc ça, c'est pour l'entraînement. Donc, je peux exécuter ça aussi. Généralement, les algorithmes d'apprentissage prennent du temps. Et les réseaux de neurones aussi prennent du temps. Donc, il faut prévoir, plus la base de données augmente, plus le réseau de neurones va prendre du temps à donner un résultat. Alors, predict model.predict XTT. Où est-ce que j'ai mis alors, model.predict. Qu'est-ce que j'ai mis? Je vais utiliser la même chose. Je vais utiliser la même chose ici. Model.predict. Voilà. Donc, ça, j'exécute. Et donc, j'ai les Y prédits. Et ensuite, je vais prédire
Alors, je vous ai dit que parfois, j'ai besoin des probabilités et non pas du résultat directement. Donc là, avec model.predict probabilities, donc j'aurai seulement les probabilités et là, je vais pouvoir justement calculer ma courbe ROC. Voilà. Et ensuite, donc, je vais essayer de comparer la classe predict avec la classe réelle. Et là, je vais avoir besoin. Alors, excusez-moi, il y a beaucoup de bruit chez moi. Le modèle predict, c'est ceci pour une donnée donnée. Donc, ensuite, je vais afficher ça. Et je vais voir à quel point mon algorithme, mon réseau de neurones est bon pour la classification. Ça, c'est notre image. Ça, c'est notre C. Et Y predict, c'est bon. Index 18 is out of bounds for axis 0 with size 1. Pourquoi? Ah, parce que j'ai mis seulement un seul élément à produire. Je dois revoir ça. Model predict ne fonctionne pas de la même façon a priori. Est-ce que c'est un transpose? Non, je pense pas que ce soit un transpose. Bon. Donc je reviens. Pourquoi vous avez augmenté la entre parenthèses, entre parenthèses, predict. Veuillez répéter s'il vous plaît. Dans la fonction predict هذيك الفوق. Pourquoi vous avez mis XTT dans un داخل array? Parce que c'est demandé dans les autres. Normalement, j'avais pour les autres, pour SVM et arbre de décision, j'avais une erreur quand je mets pas ça. Oui, peut-être que c'était ça le problème. D'accord. Et donc, si je fais ça. Oui, vous avez raison. Donc, voilà, l'étiquette c'est 3 et le modèle prédit c'est 10. Donc, on est loin de ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, C, je vais mettre C est égal à 5. Et alors, ça, je peux ne pas répéter. Donc, je descends ça. Je descends ça aussi. Model predict probability, ça m'intéresse pas. Y predict de C, YTT de C. OK. Donc, notre réseau de neurones est toujours en train de prédire la classe 10. Ce qui est moche, ce qui n'est pas très bien. La classe 6. Donc, on voit que notre réseau de neurones n'est pas très bon. Et donc, justement, là, ça va être votre tâche de calculer la précision de notre réseau de neurones et voir de combien il est mauvais ou de combien il est bon. Voilà, je pense que c'est bon. Alors ça, je pense qu'on n'en a pas besoin. Ça, je vais laisser donc pour la prédiction. Alors ça, j'ai pas encore essayé. Est-ce que ça marche Predict Proba pour SVM et autres? Donc vous pouvez essayer avec les autres pour avoir les probabilités pour justement aller afficher la courbe ROC. Voilà. Donc pour les SVM, pour les réseaux de neurones. Et là, donc on va
on va utiliser un réseau de neurones convolutifs. Alors, la partie RNC, vous n'êtes pas obligé de la faire maintenant, vu qu'il y a quand même des détails à voir pour la partie RNC. Mais je vous propose, donc, si vous arrivez à terminer aussi la partie RNC, c'est bien pour vous. Sinon, vous pouvez vous arrêter seulement sur les réseaux de neurones, afficher les métriques, essayer avec plusieurs paramètres et voir ce que vous pouvez avoir. Donc, c'est très intéressant pour une première application et un premier contact avec les algorithmes d'apprentissage, d'utiliser donc les fonctions prédéfinies et surtout de calculer les métriques. Y a-t-il des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Bon, ça, je peux enlever. Est-ce qu'on a 1 heure ou bien 1 heure et demie? Est-ce qu'on a terminé notre heure ou bien on a 1 heure et demie pour notre cours? Parce que je pense que il y a certaines 1 heure. Très bien. Donc on termine et je vous vois, Inch'Allah, la semaine prochaine en présentiel. Inch'Allah, merci, madame. Merci à vous. Au revoir.